Bonjour à tous. Mon talk à moi va être beaucoup plus orienté sur mon utilisation personnelle de l'IA. Il faut savoir que moi, à la base, je suis vraiment un dev, donc je vais essayer de ne pas parler trop technique, et vous allez voir de toute façon, même si mon expérience est vraiment partie de mon expérience de développeur, j'ai largement prouvé, je pense, que ça s'applique à plein d'autres domaines, et puis même mon talk à moi qui tourne autour de l'outil que j'ai développé pour moi-même, va vous montrer qu'en fait, maintenant, ça me permet d'être très productif sur plein d'autres trucs assez rigolos. Donc, pour vous la faire courte, en gros, Claude Code, ça m'avait un peu saoulé au bout d'un moment, et puis à un moment, j'avais un petit peu de temps libre. Et donc, je me suis dit, Claude Code, j'aime pas trop, donc je vais refaire la même chose à moi, mais un peu différemment. Et donc, c'est parti il y a quelques mois, peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça. J'en ai vu 2 vidéos à peu près la même semaine. Une de Micode, je ne sais pas si vous connaissez, qui parlait de Rust, donc un langage de programmation qui commence à être pas mal en vogue. Et un autre de ce gars-là, qui est aussi très connu parmi les gars un peu tech, les devs, qui critiquait beaucoup la façon dont Claude Code était codé. Et donc, ça, plus moi qui avais un peu de temps libre, je me suis dit pourquoi pas essayer d'investir un peu de mon temps et de mon investissement et de mon abonnement Claude Code pour faire mon propre outil. Pour donner un tout petit peu de background pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Claude Code, c'est un agent qu'on installe sur son ordinateur pour ensuite lui faire faire un peu ce qu'on veut. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais en gros c'est ChatGPT sur son ordinateur qui va coder pour vous pendant que vous faites votre café. Voilà. Donc pour vous amener un petit peu un petit aperçu de à quoi ça ressemble maintenant, en gros c'est juste, ça ressemble beaucoup à Claude Code, mais c'est mon propre truc, et puis je vais vous narrer un petit peu l'histoire qui m'a amené là, et vous allez voir que j'espère que je vais réussir à vous montrer que c'est assez cool à la fin. Hop, attendez, check. Voilà. Donc je vais structurer un petit peu ma façon de parler en 3 grands axes. Le premier, c'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, parce que c'est quand même un peu con de réinventer la roue. Mais donc il y a quand même de bonnes raisons. Il y en a qui étaient juste un peu moi qui étaient têtus, et d'autres qui, je pense, sont plutôt justifiés. Il y en a beaucoup qui sont, moi, a posteriori, qui trouvent des raisons dans ce talk. Finalement, elles sont pas si mauvaises que ça, donc je les ai mises quand même. La deuxième, c'est un peu sur comment j'ai fait le truc. Je vais essayer de rendre le truc intéressant et pas trop technique, parce que ça peut très vite rentrer dans les détails techniques. Et donc la façon dont je vais faire, c'est de vous présenter comment moi j'ai designé mon système, mais d'en tirer les leçons que vous pouvez garder pour des situations qui ne sont pas forcément des situations de développement. Et ensuite un petit showcase à la fin de trucs assez stylés que j'ai fait avec mon outil. Voilà, donc on va commencer avec la partie des pourquoi j'ai fait ça. Et assez logiquement, je vais commencer par qu'est-ce qu'il y a dans Claude Code ou d'autres outils comme Codex ou d'autres outils agentiques de développement que j'aimais pas trop. Le premier truc qui me saoulait un petit peu, c'est que moi, quand je regardais la consommation de mon ordinateur il était tout le temps brûlant. Et quand je lançais Claude Code. Et Claude Code, je lançais, en fait, il utilisait tout le processeur pour pas trop de raisons, parce qu'en fait, c'est juste un terminal qui va appeler un LLM qui tourne chez Azure. Donc je trouvais ça un petit peu con que ça bouffe toute la puissance de mon ordinateur, pas très optimisé. Et puis moi je suis ingénieur à la base, je me dis c'est pas vraiment plus con. C'est d'ailleurs ce qu'il expliquait, le petit bonhomme là dans sa vidéo, à droite, là en bas, c'est que c'est juste un terminal, pourquoi ça bouffe 200% de mon CPU, ça me saoulait un petit peu. Un autre truc que le même gars disait, c'était que le code utilisé par Anthropic, par les ingénieurs anthropiques pour développer Claude Code, c'était un peu con, ils avaient choisi JavaScript, on s'en fout, c'était un genre un peu de merde. Et puis en parallèle, moi j'avais vu ma vidéo sur Rust, il disait Rust c'est trop bien, donc moi je me suis dit bon cool, Rust c'est trop bien, Claude Code c'est nul, je vais faire mon Claude Code en Rust. Voilà. Donc ça c'était le deuxième truc, puis vous verrez qu'à posteriori en fait c'était vraiment l'idée de génie de passer sur Rust, en tout cas moi ça m'a beaucoup apporté de positif. Il y a cette histoire de mémoire dont on parlait, sur laquelle je vais énormément revenir, qui est vraiment un peu centrale et qui pose beaucoup de problèmes et qui, à l'inverse, développe beaucoup de choses qu'on arrive à résoudre. C'est ce problème de mémoire qui casse. Il y a plusieurs types de mémoire chez l'humain, mais c'est pareil chez les LLM. Il y a la mémoire à court terme, donc je t'ai dit un truc il y a 5 minutes, tu t'en souviens. Il y a la mémoire à moyen terme, qui correspond plus à, disons, la fluidité de la conversation. C'est-à-dire, je parle 1 heure avec. Est-ce qu'il n'a pas oublié qu'il y a 1 heure, on parlait de ça arrive beaucoup.
Quand vous utilisez ChatGPT dans le navigateur, ça arrive énormément parce qu'en fait, au bout d'un moment, la conversation elle atteint sa limite, et soit ça compacte et on perd d'informations, mais on sent assez intuitivement que quand on l'utilise assez longtemps, ça perd en fluidité. Et puis il y a la mémoire très long terme, qui va être cette capacité l'IA à se remémorer des trucs qu'on lui a dit il y a plusieurs mois. Et en fait, moi, après 4 mois à avoir développé ce truc-là, je me suis aussi rendu compte que on pouvait faire cette même distinction côté IA. Il y avait l'ingénierie, ça c'était vraiment le cœur. J'avais aussi quand même une petite idée à la base, c'était pas juste moi dans mon canap qui m'emmerdait. J'avais une petite idée de comment structurer le contexte derrière, donc vraiment quand on regarde dans le contexte de comment on construit le prompt pour Claude Code. Vous dites que le prompting c'est juste mettre le dernier message dans Claude Code. Donc si vous voulez, là, vous tapez votre message à la fin, c'est ce petit message là, sauf que en fait avant, il y a tout le reste de la conversation qui est en fait le fil de discussion. Et on peut avoir l'idée un peu bête qu'on va juste mettre ma question, sa réponse, ma deuxième question, sa réponse, etc. Et ça, c'est la façon assez intuitive de construire un contexte. Moi, c'est un truc, c'est un postulat que je n'aimais pas du tout et que j'ai déconstruit. Et cette idée-là, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé à dev ce truc-là. Un autre truc, je ne sais pas qui est dev et qui est pas. Je ne sais pas du tout la proportion de qui code dans la salle, qui a accès Claude Code ou pas. Mais il y a un concept qu'on appelle le Claude Code. Donc quand on code, c'est des fichiers de texte dans mon système. Et Claude Code va réussir à se repérer dans ce système en mettant des espèces de petits glossaires, des petits sources d'informations, en gros des fichiers texte un peu partout, éparpillés, où ça devient vite un énorme bordel. On finit par avoir 70% de ce truc-là et 30% de vrai code. Et en fait, alors ça part d'une très bonne idée qui est de maintenir, disons, ils ont une documentation de son code, sauf qu'en fait, ça vite, au lieu d'être la solution, ça devient le problème parce que c'est infernal à maintenir, on ne sait plus où ils sont, ils viennent super longs, ils remplissent le contexte, et moi je n'aimais pas du tout ça, donc maintenant j'en ai plus, et c'est trop mieux comme ça. Un autre problème avec le code que je n'aimais pas, c'est que ça nous lock in avec une technologie, une grosse boîte, donc en l'occurrence Anthropic ou Google ou Microsoft, ce qui est, je trouve, pas optimal. Il faut que vous fassiez vraiment la distinction dans votre tête entre un modèle, donc par exemple Sonnet 4.5, ChatGPT 4.26 ou je sais pas quoi, et la boîte dans laquelle on va mettre ce modèle. C'est vraiment deux choses très très différentes. Il y a le LLM, donc qui est vraiment un modèle, donc juste des matrices, et le harness dedans, enfin si vous voulez l'agent dans lequel on va foutre ce modèle, et c'est deux choses vraiment radicalement différentes. Anthropic vient nous vendre des modèles, donc en ce moment tout le monde va voir Claude, va voir Anthropic parce qu'ils ont des super modèles, et donc il ne faut pas se leurrer, quand ils nous vendent Claude Code, ils essaient de enfin c'est un peu comme Microsoft qui vous vend la suite Microsoft, et vous ne pouvez plus en sortir. Et moi je n'aime pas trop ça, parce que j'aime bien garder ma liberté, et j'ai pas envie de... Grosso modo, quand vous installez Claude Code sur votre ordi, c'est un spyware qui a accès à absolument tout ce que vous faites. D'ailleurs, j'avais lancé à un moment Claude Code en surveillant ce que Claude Code faisait sur mon ordinateur, et il allait ouvrir tous les logiciels, il allait ouvrir tous les process, regarder qu'est-ce qui tourne, il allait dans les configurations de l'ordinateur, il ouvrait tous les fichiers un peu importants. C'est vraiment un espion, enfin, il a accès à tout, quoi. Donc moi, ça me plaisait pas trop. Je voulais vraiment contrôler qu'est-ce qui sortait de mon ordinateur, qu'est-ce que je gardais, voilà. Donc, cette idée de lock-in Anthropic ou autre, moi je l'aimais pas trop. Il y avait ce côté un peu black box où ce truc tourne et fait des miracles, mais je sais pas trop ce qui se passe et ça j'aime pas trop. Le côté hallucination, enfin il y a pas mal de trucs, le fait que ce soit pas forcément si performant, par exemple tout le monde parle de Claude Code, mais quand on fait tourner quelques benchmarks, mais en fait il est pas si bon que ça, il y a plein d'outils autres, moi j'ai pas fait tourner le mien, mais qui le battent assez largement. Voilà, on a plein de petites raisons. Il y en a que j'ai inventé hier. Mais voilà. Ah bah si par exemple, même Anthropic fait plein de bourdes dans son propre code, parce que maintenant évidemment, comme c'est des gros flemmards comme tout le monde, ils utilisent Claude Code pour développer Claude Code. Donc comme c'est des outils qui sont pas forcément très fiables, ils font plein d'erreurs dedans. Donc par exemple, il y a un mois ou quelque chose comme ça, ils se sont rendus compte qu'ils avaient déployé sur Claude Code plein de gros problèmes. Donc une régression de leurs outils, et ils ont dû s'excuser publiquement et faire rien. Et donc ça, si on bosse avec des outils qui sont privés et qui sont lock-in, on est obligé de s'y soumettre et on n'a pas trop le choix. Et puis il y avait le côté aussi très cher de mon outil, le mien aussi très cher, donc ça, voilà. C'est pas moi qui le vends cher, c'est juste que l'utilisation en token est encore un peu élevée. Donc ça, c'était la partie truc que j'aimais pas, je pourrais en revenir dessus si ça vous intéresse. Et je vais très rapidement survoler pourquoi moi je me suis aussi un peu lancé dedans et qu'est-ce que je voulais y ajouter.
Donc il y avait cette idée de craft le contexte. Donc je vous ai montré la suite d'éléments qu'il y a dans le contexte du LLM quand on l'envoie sur le serveur de Anthropic ou de Google pour qu'il nous retourne une réponse. Et ben, la façon dont on construit ce contexte, moi je ne le mets pas et j'avais envie de le faire moi-même. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je voulais faire mon propre outil. La deuxième raison, c'est que moi j'ai un background plutôt mathématiques appliquées avec une spécialisation en contrôle, donc en contrôle des systèmes, ça peut être des voitures autonomes, ça peut être des machins comme ça, donc c'est vraiment ce contrôle système. Et le feedback dans n'importe quel système, c'est vraiment le cœur du contrôle d'un outil, c'est le cœur de la performance de l'outil. Si je veux amener ma voiture autonome quelque part, si je suis invisible, bah, je ne vais jamais y arriver. Donc c'est vraiment le feedback qui est important. Et j'ai pas mal bossé aussi avec des LLM et je me suis vraiment rendu compte dans plein de situations qu'un bon feedback, ça va décupler les performances et la qualité de votre résultat. Et donc cette capacité à ingénierer, à mettre le feedback au cœur du modèle et au cœur de la façon dont il tourne, c'est quelque chose que je voulais faire et qui a pas mal payé. Et la troisième chose aussi, c'est cette idée de LLM experience. On parle beaucoup de user experience, UX, qui passe souvent après le UI. Donc le user experience, c'est à quel point, quel est le comportement que l'utilisateur va avoir sur une plateforme, à quel point ça va être naturel, fluide et sans trop de friction. Et moi, il y a un terme que j'utilise beaucoup dans ma tête maintenant, c'est le LLMX. C'est à quel point le contexte dans lequel on met le LLM est facile à naviguer, à quel point c'est facile pour le LLM ou pour le modèle d'intelligence artificielle d'arriver au bout d'une tâche facilement. Parce que moi, si je lui donne accès à un terminal, avec un terminal, on peut absolument tout faire, en gros, mais c'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Est-ce que je peux peut-être créer un outil qui permet au LLM de le faire en une étape au lieu de le faire en trois appels de console. Enfin, ouais. Donc mettre le LLM dans un contexte qui est optimal à la mission qu'on veut lui donner. Et ça, c'est quelque chose où Claude Code c'est très généraliste et je trouve qu'ils n'insistent pas assez là-dessus. Et je veux encore revenir une dernière fois sur donc ce côté de crafting de contexte, parce que ça c'est vraiment le cœur de l'idée que j'avais sur redévelopper un outil un Claude Code à moi. Donc ça c'est ce que je disais. En gros, c'est quand vous utilisez Claude Code, n'importe quoi, ChatGPT sur votre ordinateur, sur le navigateur, etc. C'est une suite de messages qui vont s'ajouter, qui vont grossir jusqu'à remplir le contexte. Donc ça peut être 200 000 tokens, ça peut être 1 million. Et quand ça arrive au bout, bah, eux ils sont bien bloqués, ils sont bien cons les ingénieurs anthropiques parce qu'ils ne peuvent plus en rajouter. Donc ce qui se passe, c'est soit ils tronquent en haut, mais si je tronque en haut, si j'enlève, bah, en fait je perds ma mémoire. Donc la petite astuce, c'est bah, je vais prendre tout ça, je vais demander à mon LLM de faire un résumé. Et je vais remplacer tout mon historique par un résumé et je vais continuer. Ou alors je vais juste dire à mon utilisateur, refais une nouvelle session et puis démerde-toi. La meilleure solution des trois, c'est créer un résumé et puis continuer, mais vous voyez bien qu'au bout de 6 résumés, en fait, on a complètement distillé et complètement perdu l'information un peu ancienne. Et il y a d'autres problèmes à procéder comme ça. Les autres problèmes, c'est que par exemple, en fait, il y a plein d'informations là-dedans qui va être inutile, qui va être redondante, elle va apparaître en doublon, etc. Moi, mon approche est complètement différente. Grosso modo, toute cette conversation-là que vous avez là, elle apparaît là juste tout au bout comme ça. Donc c'est en gros, imaginez 10% de votre contexte, ça va être la conversation avec vraiment le cœur de l'information, le cœur du fil de la discussion. Et tout le reste, ça va être un peu comme s'il avait des écrans. Comme si vraiment je lui mettais des écrans 4K, avec de l'information dynamique. Et il peut contrôler lui-même ce qu'il voit dans ces écrans-là. Donc il peut ouvrir un fichier, ça va ouvrir un écran. Le jour où il n'en a plus besoin, il va le dégager. Cette idée-là, je l'ai répétée, je l'ai déclinée dans plein de petites versions. Et maintenant, il y a plein de types d'écrans qu'il peut ouvrir. Donc il peut ouvrir son système de fichiers, il peut ouvrir ses mémoires, ses logs, etc. Je vais vous détailler ça plus tard. Et c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment, je lui donne des panels d'informations et c'est lui-même qui va avoir cette propre conscience de son propre contexte et ingénierer son propre contexte, l'optimiser pour la tâche qu'il est en train de faire. Et ça marche beaucoup mieux parce qu'en plus, du coup, son contexte a tendance à être beaucoup plus court, et plus le contexte est court, plus il est raffiné, meilleur il va être dans sa tâche. Donc je vais revenir là-dessus derrière. Donc ça, c'était pourquoi j'ai fait ça. Donc c'était un peu long. Et maintenant, je vais faire la deuxième partie de mon talk, c'était sur comment je l'ai conçu et comment je suis arrivé au produit final. Ça, c'est une slide d'architecture que je vais passer. Et je regarde pour les questions. S'il y en a qui sont intéressés. Juste ce que vous devez garder en tête, c'est que la façon dont j'ai conçu l'architecture, ça me permet d'être très modulaire.
Et si je veux rajouter des fonctionnalités à mon outil, c'est assez facile. Je veux juste la capacité à créer de nouveaux types d'écran, donc de panels, des nouveaux tools et des nouveaux feedbacks. Et en fait, une fois que j'ai cette logique-là, ma logique elle est bien codée dans mon code et c'est assez facile de revenir avec d'autres modules, par exemple pour implémenter d'autres types de trucs et de venir ajouter des fonctionnalités à mon architecture. Mais on pourra en revenir plus tard dessus si ça vous intéresse. Le deuxième truc sur lequel je voulais insister, et ça c'est vraiment très très important, parce que je pense qu'on n'en parle pas du tout, c'est cette logique de feedback. Quand vous faites une tâche, vous en rendez pas compte, mais c'est du feedback en permanence. Comme je disais, moi j'ai fait pas mal de théorie du contrôle, et c'est assez logique, c'est assez intuitif que un contrôleur qui a un feedback, sa stratégie optimale sera systématiquement meilleure que la stratégie optimale d'un contrôleur qui n'a pas de feedback. C'est logique, il a plus d'informations, c'est trivial. C'est pareil pour un LLM, et donc la conclusion de ça, c'est qu'il faut lui donner du feedback. Et en fait, si on tire le fil de cette réflexion-là, ça amène très très loin. Et ça explique assez bien pourquoi les LLM peuvent être très très bons sur certains domaines et très très mauvais sur d'autres domaines. Pourquoi, par exemple, les LLM peuvent être très très bons en code? Parce que le feedback en code, il est assez facile à obtenir. Par exemple, je vais implémenter des tests, je vais avoir mes compilateurs qui vont être très bons. C'est pour ça que Rust, j'adore, parce que Rust, son compilateur, c'est un nazi. Donc en fait, il y a une quantité astronomique de feedback, et moi j'aime ça parce que en fait, j'ai pas le temps de regarder ce que mon IA fait. Donc, plus j'ai des contraintes et plus j'ai du feedback qui contraignent mon IA à aller dans une direction que je sais heuristiquement être bonne, plus ça m'intéresse, parce que moi c'est du temps que je gagne, j'ai pas à relire ce que l'IA me sort. Donc pour du code, c'est bien, je peux faire des tests, des compilateurs, j'ai des linters, j'ai des formateurs de code, tout ça c'est plein de trucs par exemple je peux en mettre des lois sur mon code, je peux dire je veux pas plus de 500 lignes de code sur chacun des fichiers, je peux dire je veux pas plus de 10 fichiers pas plus de 10 fichiers par dossier, plein de petits trucs comme ça, ou alors je veux que tout soit documenté, c'est plein de petites lois que je peux mettre qui font que j'ai du feedback, et mon LLM il va faire une première tentative d'implémenter une feature, coder une page internet, etc. Il va voir qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Automatiquement, moi j'ai rien à faire et il va tourner jusqu'à ce que tout soit vert. Et donc, pour coder, c'est facile. Il y a d'autres domaines de l'intelligence artificielle, d'autres domaines généraux où c'est un peu pareil. Par exemple, les mathématiques. Maintenant, il y a des outils pour faire des démonstrations formelles qui font que l'IA devient assez bonne, paradoxalement, pour faire des mathématiques très avancées. Pas parce qu'elle est fondamentalement bonne en mathématiques, mais parce que très facilement elle va être orientée par les prouveurs formels vers ok, ça dans ta preuve, ça va pas, ça va, tu t'en es là, etc. Je vous montrerai après, et ça c'est assez cool. Donc par exemple en mathématiques, assez contre-intuitivement, l'IA est assez bonne. Là où par exemple, je pense que certains d'entre vous doivent avoir cette expérience-là, en design, en UI, en construction de choses visuelles, l'IA a tendance à être très mauvaise parce que faire un feedback sur l'IA n'a pas de dieu, ou alors les jeux sont très chers à utiliser pour l'IA. Donc c'est beaucoup plus dur de développer des applications ou de faire de l'architecture ou des trucs visuels parce que le feedback chez un LLM c'est juste du texte, c'est pas de l'image. Donc c'est plus dur de donner du feedback. Et il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, de la biologie, le feedback, non seulement il est très dur à avoir, parce que c'est des expériences qui durent plusieurs heures, plusieurs jours, mais en plus c'est très cher et puis en fait c'est pas du tout intégré avec le LLM. Donc ça donne un petit peu un visuel de pourquoi certaines choses marchent bien et pourquoi d'autres sont plus dures à obtenir. Pareil, la navigation, utiliser le navigateur c'est quelque chose qui est assez dur pour l'IA. Oui, il y a des outils qui intègrent le navigateur dans un LLM, mais le feedback de ok là j'ai un plus l'expérience utilisateur, le feedback il est pas très très bon. C'est pour ça que c'est dur de tout automatiser. Donc cette idée de contrainte et de feedback, parce que les feedbacks elles viennent de contraintes, c'est vraiment quelque chose, si vous devez garder une ou deux choses de ce petit talk, c'est vraiment donner des contraintes à vos LLM et implémenter une façon automatique de refoutre les contraintes dans votre LLM, comme ça vous pouvez partir prendre votre café et tant qu'il y a des contraintes, votre LLM va continuer à généralement aller dans la bonne direction. Et voilà, et ensuite donc je vais essayer de ne pas faire un détail trop technique de comment c'est structuré à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est vous donner des petits appels. Donc je vais cliquer sur des. Imaginez que ça c'est le contexte de mon outil.
Chaque bloc, c'est par exemple un écran d'information. Donc j'ai plein de types d'écrans. Moi, je vais cliquer sur des types d'écrans et je vais dire, ok, bah, moi j'ai codé ça pour ça et j'en ai tiré ça. Et je pense que vous pouvez le garder pour vous, pour votre utilisation, même dans un cadre qui n'est pas forcément un cadre de développement. Les skills, ça c'est le premier truc. C'est vraiment cool, les skills, s'ils sont bien faits et qu'ils apportent de l'information qui a de la valeur. Donc je sais pas, vous voulez bosser sur une tâche qui implique beaucoup de comptabilité ou alors des sujets très très pointus, je ne sais pas moi, de finance ou de l'éco, bah, ça peut être très intéressant. Moi ce que je fais généralement, si je vais sur Claude Recherche, ChatGPT Recherche, le truc où il se lance pendant 1 heure, et il va venir me rechercher des centaines et des centaines de sources pour me faire une compilation très, très dense de l'information la plus récente. Et une fois qu'on a ça, bah, ça je peux le donner à mon LLM, ça va consommer 2000 tokens, mais à la fin ça va pas mal le pumper ses compétences sur le long terme. Je vous parlais de Claude.md, les trucs que je répartis un petit peu partout. Ça, c'est quelque chose qui a été créé par Anthropic, un peu en conséquence de ah oui, bah, mon modèle il oublie un peu ce qui se passe dans mon projet au fur et à mesure que je relance des sessions. Donc je vais essayer de créer des petits trucs de mémoire un peu à droite à gauche que je vais essayer de maintenir pour qu'il aille les relire et il sait ce qui se passe, où il sait où me trouver. C'est un peu l'équivalent de documentation pour du LLM. Et en fait, c'est dur à maintenir. C'est pas. Enfin voilà. Moi, ce que je fais, c'est l'idée que j'avais, qui marche très bien maintenant, c'est dès qu'il ouvre un fichier, il n'a pas le droit de le refermer s'il met pas une petite description dessus, un petit label. Et en fait, en faisant comme ça, au début, rien n'est écrit, mais au fur et à mesure qu'il travaille sur son projet, il va mettre des labels sur tous les fichiers. Quand il change un fichier, il est obligé de relabelliser. Et en fait, à la fin, il a un mapping super clair de tout. Et il navigue beaucoup plus rapidement. Il n'y a jamais besoin d'avoir un Claude.md ou ce genre de truc. Les mémoires, ça c'est pas très compliqué. C'est juste qu'il va dire, ok, bon ça faut que je m'en souvienne. Je lui dis un truc, bah mets ça dans ta mémoire. Et la mémoire, ça sera tout le temps là, ça va jamais s'effacer. Et voilà, donc il y a plein de petits trucs. La conversation, je vous ai dit, ça c'est. L'idée c'est vraiment de maintenir le contexte vraiment pur pour le LLM. Donc le LLM, c'est vraiment, il faut que vous imaginez que vous avez plein de petits vecteurs là comme ça, qui vont être combinés pour créer le mot d'après. Donc si vous avez plein de merde, bah, le mot d'après, ça va être un peu de la merde. Donc l'idée c'est vraiment que ce que vous mettez dans votre contexte, ça ait de la valeur. Et notamment, quand ils entraînent LLM, les tokens qui ont plus d'importance et qui sont aussi les plus chers, c'est ceux à la fin, ce qui est assez logique parce qu'ils sont proches de ce que je vais générer. Donc, ce que je fous à la fin, c'est super important et il faut que ce soit un petit peu, si vous voulez, l'os à moelle du reste, du contexte. Donc là-dedans, en fait, tous les appels d'outils, etc., il n'y a pas grand-chose. Il y a juste succession de messages importants et les outils qu'il appelle, ça va plus toucher là. Plein d'autres petits points que je peux toucher, mais si je commence à être après un peu de temps, là toujours rien de très important. Je ne vais pas trop parler d'optimisation des coûts. Il y a un truc assez intéressant. Ça c'est intéressant, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. La façon dont on vous facture les tokens est super intéressante. Comment on vous facture les tokens? En fait, quand vous envoyez une requête, par exemple OpenAI, ChatGPT ou quelque chose comme ça, on va vous facturer 3 choses différentes. On va vous facturer ce qu'on va générer. Donc par exemple, s'il me génère un petit peu un résultat, je sais pas, un appel de truc, je sais pas quoi, on va me facturer ça. Mais ça, généralement, c'est pas très cher. Ce qui va être cher, c'est l'input. Et l'input, il est divisé en 2 parties. Il va être divisé en la partie qu'il a déjà vue. Donc par exemple, si cette partie-là, il l'a déjà vue, ça, il l'a mis dans le cache. Et il va me le facturer pas grand-chose. Et vraiment pas grand-chose au sens de 10 fois moins que cette partie-là. Et la partie qui va vous coûter cher, c'est la partie qui a changé depuis la dernière requête. Et ça, c'est vraiment au cœur de pourquoi Anthropic ne fait pas des choses comme ça. Parce que, en fait, moi, si par exemple, j'envoie ça comme requête à mon IA, et le tic d'après, je change quelque chose là, bah, tout ça, je vais me le refacturer. Donc, je vais payer ultra cher. Et ça, c'est un gros problème, parce que ça veut dire que mon outil va être hors de prix. La façon dont Anthropic fait, c'est juste de rajouter des messages. En fait, chaque fois, il a déjà vu l'intégralité de la discussion au-dessus. Donc en fait, la partie qui est nouvelle, à chaque fois, elle est très très réduite. C'est en gros le nouveau message. Dans cette façon de fonctionner, si par exemple je change un fichier, là j'ai un fichier, si je le change, bah, tout ce qui est en dessous, je vais devoir le recalculer. Donc ça va être assez cher. Et ça donne c'est pas juste j'ai une idée, je l'ai implémenté. Il y a une raison fondamentale pour laquelle Anthropic ne peut pas faire les choses comme ça, ou Codex, etc. C'est parce que si on le fait mal,
ça devient vite hors de prix et ils vont faire brûler leur data center. Donc, au début, je l'ai fait, ça marchait très bien, mon idée elle marchait super cool, sauf que je brûlais 1000 balles de tokens par jour, en fait, je ne pouvais pas l'utiliser. Et donc, par contre, on peut, il y a plein de petites optimisations, surtout que je l'ai comme optimisation numéro 27, en fait, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire à droite à gauche pour optimiser la façon dont on construit le contexte, mettre les choses dans le bon ordre, freeze des panels à des moments importants, etc., pour faire réduire le coût beaucoup plus bas. Et maintenant, j'en suis à un stade où les choses coûtent à peu près la même chose que le Cloud Code, le job est fait plus vite, en gros, j'ai rematch à peu près le même coût que le Cloud Code. Un autre truc que je vous invite à vraiment faire, c'est par exemple, j'ai intégré plusieurs fonctionnalités dans cet outil-là, notamment des fonctionnalités de recherche, d'OCR, pour lire les PDF ou pour vectoriser certains trucs. Évitez de réinventer la roue quand des trucs sont faits ailleurs mieux que vous. Par exemple, pour les recherches, moi j'utilise Brave et Firecrawl. Il n'y a vraiment pas besoin d'essayer de le refaire soi-même, c'est un truc qui ne coûte pas forcément très cher. Il ne faut vraiment pas hésiter à déléguer, c'est souvent quand même une bonne idée. Tout bout, il n'y a rien de très intéressant. Ah, ça c'est intéressant. Donc si vous voyez, là, quand je passe de là à là, vous voyez que là, j'ai une conversion qui est un peu longue. Et quand je passe juste après, j'ai un bout d'historique qui s'est détaché. Donc ça, c'est une de ces optimisations-là. C'est un bout de discussion que j'ai envie de faire remonter dans mon contexte, parce que si vous avez compris ce que je viens de dire avant, la partie en haut de mon contexte, elle est beaucoup moins chère. Donc une de ces optimisations-là, c'est OK, la partie historique, quand j'ai un bout de conversation, ma conversation commence à être trop grosse, je vais la casser en deux, et puis l'historique, elle va remonter. Et ensuite, il y a plein d'optimisations qui vont continuer, etc. comme ça. Franchement, je pourrais vous parler très longtemps. Je vais passer, mais je vais passer parce qu'il y a vraiment j'ai des millions de trucs à dire là-dessus, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais vous faire un petit aperçu rapide de projets sur lesquels j'ai utilisé cet outil, parce que en fait maintenant c'est devenu vraiment le centre de toutes mes journées de travail, même ça déborde un petit peu ailleurs sur pas mal de choses, et ça a très rapidement démontré, en tout cas chez moi dans mes journées de travail et ma façon de travailler, une capacité à vraiment maintenir plusieurs projets avec une vélocité assez élevée. Donc j'en ai 4 ou 5 en dessous là. Chacun c'est des petites histoires. Donc il faut garder en tête que cet outil-là il existe depuis moins de 4 mois. Et je l'utilise pour s'améliorer, pour l'améliorer mieux. Donc si vous voulez, c'est une boucle d'auto-code. Et en parallèle de ça, moi maintenant j'utilise exclusivement cet outil-là pour coder, pour travailler, pas seulement sur du code. Et en parallèle de ça, tous ces trucs-là, c'est des side projects que j'ai fait aussi, ou des trucs à côté qui n'auraient pas vraiment été possibles. Donc par exemple, en chimie, ma mère est chercheur au Collège de France, et son postdoc allait partir dans 1 mois, et ils étaient très loin de remplir leur deadline. Donc ils avaient construit une grosse base de données de molécules, de catalyseurs, etc., qui ne savaient pas du tout le temps de process, ils avaient encore moins le temps de rédiger leur article, etc. Et donc, ma maman m'a fait rencontrer son thésard, son postdoc, et ensemble, en fait, on a bousillé le projet en quelques semaines. Et donc là, on va publier. J'aurais ramené aussi quelques outils de ML, de machine learning qui étaient intéressants. Et ça lui a ouvert les yeux pas mal sur le potentiel de l'IA dans le monde de la chimie aussi, parce que le truc lui a permis de process en peut-être une semaine ou deux, un truc que son thésard, son postdoc lui aurait pris peut-être 6 mois ou 1 an à faire. Donc ça c'est un exemple. Donc c'était utiliser Relevant Vector Machine pour en gros prédire la capacité d'une combinaison métallique à catalyser une réaction. J'y connais rien en chimie, ça a bien marché, et je suis très content. Un autre truc assez cool, c'est j'ai un pote qui est un peu bidouilleur et qui aime bien cramer de la thune dans des trucs inutiles, qui a acheté un FPGA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un FPGA, c'est un Fully Programmable Gate Array. En gros, c'est un truc où vous pouvez le reprogrammer et au niveau du silicone, ça va imprimer un software dans votre silicone. C'est un truc qui est utilisé dans pas mal de trucs comme des radios militaires ou ce genre de choses. Et c'est un enfer à coder. C'est des langages de programmation qui sont inconnus. C'est des outils, du hardware qu'on va commander en Chine avec de la documentation chinoise. Et moi, il m'a dit, ok, bon, en fait, j'ai acheté ça, j'en ai 2, je les ai payé 3000 balles l'unité, si tu veux bidouiller, vas-y. Donc, je l'ai pris, je l'ai branché à mon truc, j'ai vraiment pris mon ordi, j'ai branché en USB,
le machin, là, le FPGA, et je lui dis vas-y, fais-moi des trucs avec. Donc tu fais-moi tourner des réseaux de neurones et résoudre-moi des équations de Schrödinger pour de la chimie, pareil. Sachant que mon pote avait pris 2 ou 3 jours de dev juste à faire clignoter les LED du truc. Hein. Voilà. Voilà. Moi, au bout de 10 minutes, les LED elles clignotaient. Et au bout de 3 heures, j'avais des réseaux de neurones qui tournaient dessus. C'était assez stylé. Je suis content. Bon, j'en ai rien fait depuis, mais c'était rigolo. Voilà. Ça fait un bout quand il n'y a pas le bruit de la vidéo, mais c'était cool. Là, c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce que j'ai fait un soir où j'arrivais pas trop à dormir, c'est que j'ai branché dans mon outil Lynn, donc qui est un prouveur formel de maths, et je lui ai aussi donné une épreuve de Polytechnique. Et je lui ai dit, vas-y, résous-moi cette épreuve-là, mais en preuve formelle, ce qui est absolument infernal. Je ne sais pas si vous avez déjà vous n'avez pas vu ce que ça ressemble à une preuve formelle en mathématiques, c'est illisible, c'est incompréhensible. Et en plus, c'est dur une épreuve de Polytechnique en maths. Donc on combine les deux difficultés, mais comme il y avait cette boucle de feedback du démonstrateur formel qui dit ah non ta preuve elle marche pas ou elle marche moyen, et ben en fait en une soirée il m'avait refait toute une partie d'une épreuve de Polytechnique en preuve formelle. Donc c'est à dire qu'il a prouvé formellement que chaque, enfin il m'a fait le devoir de Polytechnique il a un niveau stratosphérique. Ça c'est cool. Moi aussi je l'ai foutu à la poubelle mais c'était cool. Ouais, je l'utilisais en finance, je l'utilisais pour faire un cours en stats aussi, ça c'était marrant. Je l'utilise pour pas mal de gens autour de moi pour générer des rapports. Je lui fais faire la compta de ma holding aussi. Je lui fais faire générer des rapports par exemple le petit rapport d'IA qu'on a eu tout à l'heure. Tous les jours, ça j'en génère plusieurs, un pour le dev, un pour la finance et un pour l'IA en général, et ça me prend 5 minutes. Générer des rapports pour des amis qui bossent dans des cabinets de strat ou d'autres sociétés. Et ça abat en quelques secondes des travaux assez monstrueux, c'est assez impressionnant. Et puis le cas d'usage qui m'a moi le plus touché, c'est encore ma mère, mais cette fois personnellement, parce qu'elle avait des problèmes de santé qui commençaient à s'accumuler, pas mal d'errances médicales. Et elle avait un dossier médical qui commençait à être vraiment significatif, des problèmes cardiaques, une 50aine de pages, des dizaines d'analyses, etc. Elle avait beaucoup de mal. Quand elle parlait à des professionnels de santé, en fait, en une demi-heure ou une heure, ils n'ont absolument pas le temps de se replonger dans le dossier, d'extriquer les fils du dossier pour comprendre ce qui est pertinent à leur propre spécialité et puis d'amener aussi une explication aux patients. Et donc, ma mère n'était vraiment pas dans un état sympa. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, tu me donnes mon dossier médical et je l'ai foutu à mon outil. Je lui ai dit, premièrement, tu vas me le structurer, donc tu vas tout lire. Ensuite, tu vas tout me structurer, tu fais comme tu veux, tu te démerdes, voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas me générer plein d'hypothèses sur pourquoi, pour expliquer les symptômes. Une fois que tu as expliqué les hypothèses, tu vas aller rechercher pour chaque hypothèse, une par une, de façon très fastidieuse, la littérature scientifique, les bases de données médicales pour essayer de confronter la littérature au dossier physique de ma mère. Et une fois que j'ai fait ça, donc je vais générer une petite interface pour me dire ok ça peut être ça. Et la partie qui était vraiment intéressante après, c'est que j'ai mis mon ordinateur dans les mains de ma mère et j'ai dit à mon IA, très bien, maintenant tu vas faire une consultation médicale avec ma mère et tu vas lui poser toutes les questions pour à la fois soit éliminer, soit valider, soit aller dans une direction d'une hypothèse ou d'une autre, et surtout aussi pour la rassurer et répondre à ses questions. Et le résultat de ce truc-là, c'est qu'elle a passé 3h30 devant mon ordinateur, qu'à la fin, sa tension avait baissé de 20 ou 30 points, qu'elle avait un énorme sourire, et que en fait, elle était plus angoissée de ne pas avoir de réponse à ses questions, et elle avait pu poser des questions parfois très poussées, elle est un peu scientifique aussi, donc ça l'intéressait, à l'IA, sur une IA qui est spécialisée sur son dossier, mais qui a aussi accès à de la connaissance presque infinie, parce qu'il a accès à des outils de recherche qui sont très puissants, des bases de données médicales, des outils de recherche qui sont très poussés. Donc ça, c'est celui qui me tient le plus à cœur. Et le dernier showcase, évidemment, c'est l'outil en lui-même, parce que du coup, maintenant, j'utilise l'outil très rapidement. Les premières semaines de développement, j'ai utilisé Claude Code pour développer l'outil, et ensuite, très rapidement, en fait, c'est l'outil lui-même qui se développait. C'est-à-dire que maintenant, si il y a un truc qui ne va pas il doit être ouvert, voilà, il est là, par exemple, et s'il y a un truc qui ne va pas, je vais lui dire ça, je veux pas, change-moi ça dans toi-même. Et comme il a une connaissance absolument parfaite par exemple ça c'est le tri que je voulais montrer, chaque fichier dans la base de code est décrit, et en fait
Au lieu d'avoir un Claude Code que je vais relancer qui va passer 20 minutes à essayer de trouver le bon endroit dans la base de code pour me changer cette fonctionnalité, à se tromper une fois sur deux, puis à modifier un truc qui sera fait à moitié, mon truc il va aller directement dans la bonne direction, ouvrir le bon fichier, faire sa modif, avoir le feedback de ah, il y a ça qui ne va pas, boucler 2-3 fois et nous présenter le résultat et ça va ultra vite. Bref, voilà. Et du coup, enfin, c'est assez impressionnant. Voilà. Je trouve la qualité et la taille du software que le truc a réussi à générer en 3-4 mois. Je trouve ça assez dingue. Voilà. Et donc maintenant, enfin, ma façon de travailler, c'est juste, j'ouvre mes notes, tous les trucs que je veux changer, je vais balancer une par une, mais ça va ultra vite, je bouffe le truc à toute vitesse. Voilà, je suis désolé, c'était un peu trop long, mais j'espère que ça vous a intéressé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.